parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Si vous venez de le faire, vous écoutez Les Grandes Gueules, le talk show qui parle de vous et nous exerçons depuis 13 ans pour votre bonheur. Bien évidemment, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité que nous décryptons au quotidien du lundi au vendredi pour votre plaisir. Restez donc connectés. Vous le savez, l'émission est interactive. Vous pouvez interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13, mais aussi pour les internautes sur Twitter. Nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de l'émission. Les anciens travailleurs de Swapiti, mal payés dans les faits en réalité, puisque dans les documents, tout a été prévu pour qu'ils soient bien traités. Un flou persiste sur la gestion des fonds qui leur étaient destinés et depuis quelques mois, ils ont découvert des manœuvres qui les ont maintenus dans une précarité sans précédent. Les travaux sont terminés, mais ils attendent toujours leurs arriérés de salaire. Ces travailleurs réclament 50% à la direction générale du projet. Qu'est-ce qui bloque leur argent et que comptent-ils faire pour accéder à leurs demandes? Ce matin, nous aurons pour plus de détails donc avec Paul Kokoli-Yaba, porte-parole du collectif des anciens travailleurs de Swapiti. Il nous donnera donc plus de détails sur ce sujet. Plusieurs enseignants guinéens bénéficiaires en 2017 du projet de formation des formateurs initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique font face à une difficulté majeure. Depuis août 2020, ils n'ont pu obtenir les bourses de l'année universitaire en cours. Conséquence, certains ne suivent pratiquement plus de cours faute de paiement des frais de formation. Et en raison donc de la cherté de la vie, beaucoup d'entre eux sont obligés de faire divers travaux dans leur pays d'accueil pour survivre. Ce projet, pour rappel piloté par l'ancien ministre Yero Baldé, devrait permettre de financer les études doctorales et de master des enseignants de nos universités et institutions d'enseignement supérieur. En direct donc ce matin, Alseni Traoré, doctorant en droit public à l'université de Toulouse Capitole, donc il sera avec nous pour plus de détails sur ce sujet. Vous le savez, d'autres sujets viendront évidemment meubler cet autre numéro des Grandes Gueules avec toute l'équipe ici pour votre bonheur. Merci de nous rejoindre encore une fois sur Espace TV. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, tranquille. Tranquille. Oui, ça va mieux, merci. La gencive? Les gencives vont bien, mes dents sont en place. Ah non? Tu en as extrait 2? Non, j'ai extrait 2 dents de sagesse. Tu sais qu'on a... c'est des dents. Voilà. C'est des dents, donc oui, les dents ne sont pas toutes en place. D'accord. D'accord. Bonjour. Bonjour Yaya, bonjour à tous. J'espère bien que les 2 dents de sagesse qui m'étaient arrachées ne vont pas emporter la sagesse. Ne vont pas emporter la sagesse. Voilà, c'est ça. Anthony, bonjour. Bonjour. Ah mais pourquoi tu souris? Ah ben puisque ces jours-ci je m'appelle Anthony. Ah mais c'est comme ça qu'on t'appelle la rédaction. Pourquoi ça te fait bizarre? Oui, avec plaisir Anthony. Bonjour Madame So. Suivez mon regard. Mafoudia qui nous rejoint, bonjour. Bienvenue. Bonjour Hiro, bonjour à tous. Hadja Mafoudia. Jacques Léa Leno. Bonjour madame, bonjour à tous, merci beaucoup, merci de l'accueil. Professeur Jacques. En tout cas, à quelques heures de la fin de notre jeûne. Ouf. Moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup maigri dans le studio, donc il y a des trucs qui vont pas là. Ça dépend. Quand on fait le bilan... Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup maigri, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand on fait le bilan des 30 jours de jeûne, à vrai dire, pour une fois, j'ai pas souffert comme d'habitude. Ah oui, parce que tu as trouvé une solution. Et la communauté, Jacques, est témoin de cela. Chaque matin, l'heure est connue de tous. On a une entrée en matière. Ils se sont retrouvés quelque part. On a une entrée en matière qu'on appelle le plat d'entrée, que nous prenons à la pause de l'émission. Et dès que nous finissons à 10h, on a une communauté qui se retrouve dans la cuisine. À 11h, c'est le plat de résistance. Hier, la communauté avait tellement à manger qu'il est resté des trucs. Donc, il y a, je crois, comment il s'appelle, celui qui fait midi là ensemble? Kevin. Il vient, il tape, il dit, ça va Mafoudia? Tu as un genre? Je dis oui. Ah ok, j'ai dit pourquoi? Il dit non, c'est parce qu'il y avait à manger. Et bizarrement, Madame Sopouclore, tout au début, on était
en minorité, on était au nombre de 3 ou 4 départs. Ah ouais, mais le nombre a augmenté au fur et à mesure du Ramadan. On a atteint la dizaine dans la salle. Même quelques corons qui disaient parfois qu'ils souffraient du Ramadan, parfois nous rejoignaient après les coups d'œil par moment. On commençait à nous rejoindre en nous disant bonjour, mais par après, j'ai pas le nom de quelqu'un, mais dans tous les cas, ils se reconnaîtront. La personne a compris. Alors, on continue puisqu'on n'a qu'un seul émission. coro ici. Coro. On n'a qu'un seul coro dans ce studio. Je suis censé... Non, moi je suis censé être innocent jusqu'à preuve du contraire. J'ai la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, merci. Oui, c'est un état de droit. Merci. Bien. Et ce studio aussi est un studio de droit. On continue l'émission donc, Sadio Ba libre. On parle de ces journalistes, bien évidemment. Jacques Léo Aleno, Jules est toujours en détention. Oui, Sadio Ba, pour rappel, qu'il y avait des soucis avec Antonio Soiré. Il a été poursuivi pour diffamation parce qu'à plusieurs reprises, on nous a relayé ces informations comme quoi il continuait à attaquer le président de la Fédération guinéenne de football, fustigeait sa gestion, sauf qu'il le faisait, semble-t-il, via les réseaux sociaux. Et donc, lui, il faut bien faire la part des choses. La loi qui lui a été opposée au tribunal, c'est la loi sur la cybersécurité, parce qu'il s'agit bien des faits qui sont commis sur les réseaux sociaux. Donc, généralement, on n'oppose pas la loi sur la liberté de la presse. Fondamentalement, puisqu'il est journaliste, on a quand même demandé à ceux qui ne subissent pas en tout cas cette rigueur jusqu'à ce niveau. Il a quand même été mis en prison, je crois en janvier, le procès a démarré. Il a écopé de 6 mois de prison. Je crois il n'est pas allé jusqu'au terme de... Il a fait 3 mois, donc la moitié. Il a donc obtenu cette clémence finalement pour regagner son domicile. La procédure continue. Oui, la procédure... Il va être... Je pense qu'il y a un contrôle judiciaire qui va se poursuivre. Oui, le contrôle judiciaire va se poursuivre, mais ce qui est essentiel, c'est qu'il recouvre sa liberté. Ce qui est différent avec Amadou Diolde Diallo, c'est que lui, il n'est pas condamné. Il continue à être... maintenu en prison. La dernière comparution qui a permis de fixer un peu les orientations, parce que la partie qui poursuit avait requis 5 millions de francs guinéens d'amende. Donc il n'y avait pas de peine privative de liberté dans la proposition du ministère public. On se retrouve avec cette situation, il n'est pas libre. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. L'argument qui avait été présenté au lendemain, c'était le débrayage des avocats. C'est vrai que... Alors qu'on n'avait pas forcément besoin de la présence des avocats. C'est ce que les spécialistes ont dit. On n'avait pas besoin de la présence des avocats pour prononcer le verdict, qui devrait être soit celui de la relaxe pure et simple, ou alors du paiement de cette amende. Mais de toutes les façons, il devrait être libre parce qu'il n'y a pas de peine privative de liberté. On a continué à le maintenir en prison. Je crois que c'est assez incompréhensif, et pour une fois encore, on revient pour répéter la nécessité aujourd'hui de respecter cette loi. Si nous l'avons adoptée, c'est parce que nous estimons qu'elle était nécessaire dans notre pays, et c'est une loi progressiste. Il ne faut pas l'avoir et ne pas la respecter parce que tout simplement il y a quelqu'un qui veut que sa volonté soit prise en compte dans les tribunaux. Bien évidemment. Alors Mafoudi, la sentence devrait être prononcée depuis mercredi dernier, et normalement il devrait être libre aujourd'hui, mais malheureusement on ne sait pas. Aujourd'hui nous sommes mercredi, ce serait possible que le dossier soit pris en compte et qu'il puisse enfin sortir. Mais déjà, je veux rapidement le micro. Je veux rapidement d'abord commencer par le cas de l'autre confrère qui a été libéré, Sayo. C'est une très bonne chose, mais je voudrais saisir l'occasion pour justement rappeler à nos confrères journalistes, parce que c'est très important. Les juristes qui sont succédés dans ce studio ont tenu à l'indiquer, c'est très important. Il faut que les journalistes que nous sommes en fassent attention, parce que cette loi sur la liberté de la presse, c'est lorsque on est
on commet des erreurs par voie de presse, qu'on est jugé sur la base de cette loi. Mais qu'on soit le plus grand journaliste du monde, lorsque le délit se passe ailleurs, dans un autre espace, là, ça devient tout autre chose. Donc, qu'on soit bien journaliste. Lorsqu'on a des éléments de dénonciation, c'est mieux de passer par les canaux adaptés, c'est-à-dire si vous avez des sites, vous avez les radios, la télé et autres, de recouper, donc d'aller, déjà même quand il y a problème, déjà être dans ces espaces nous garantit un procès qui va tenir compte de la loi sur la liberté de la presse. Mais lorsque c'est fait dans un autre espace, il faut faire très très attention. Vous avez des révélations. Il y a également des lois qui concernent ces espaces. Oui, il y a des lois, mais justement, c'est la cybercriminalité. Sauf que là-bas, il y a des peines privatives de liberté. Exactement, et ce n'est pas la même chose que cette loi sur la liberté de la presse qui, il faut le rappeler, c'est un acquis. Et là, j'en viens directement sur le cas du doyen, peut-être. Bien, on va essayer d'en savoir davantage avec Maître Salifou Béavougui, l'avocat des deux journalistes. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour Maître Béa. Oui, bonjour. Bienvenue Madame chez les grandes gueules. Allez-y Daouda Mohamed. Maître Béa, aujourd'hui, Sadio regagne sa famille et Julde en prison. Plantez-nous un peu le décor des deux situations. D'abord, le cas Sadio. Sur quoi exactement a-t-il été poursuivi? C'est un journaliste, bien sûr. Et Julde, on sait déjà avec la diffamation contre le président de la République, mais la loi L002 a été évoquée. Pour le cas spécifique de Sadio d'abord. Allô? Allô? Oui, Maître Béa, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, oui. Daouda voulait savoir, il voulait que vous plantiez le décor sur le cas spécifique des deux journalistes. Bien évidemment, sur le cas de Sadio qui a pu être libéré hier. Oui. Qu'en est-il réellement de sa situation? Qu'est-ce qui a prévalu à sa libération? Voilà, je vous remercie et bonjour à tout le monde. Je suis particulièrement heureux que, enfin, le journaliste Sadio soit libéré hier. Mais il faut quand même remercier les efforts conjugués de tous les journalistes qui n'ont cessé de dénoncer l'incarcération des journalistes de façon générale et des deux en particulier aujourd'hui. Sadio a été condamné bizarrement en première instance à 6 mois d'emprisonnement pour diffamation contre, excusez-moi de le citer, M. Antonio Soare, qui était plaignant. Mais au cours des débats, le parquet avait requis la relaxe parce que l'infraction n'était pas constituée. Ensuite, la partie civile avait demandé que le franc symbolique. Donc, on ne comprenait pas comment une juridiction peut rentrer en condamnation jusqu'à 6 mois, et puis c'était la peine maximale en la matière. Et lui, il a été poursuivi sur la base du code pénal. Bon, évidemment, qu'il soit poursuivi sur la base du code pénal ou sur la base d'une autre loi, il n'en demeure pas moins qu'il est journaliste, et la mobilisation a fini par payer. J'ai relevé appel, et il a été condamné en février, j'ai relevé appel. Il a déjà passé, je pense, 3 mois, et Dieu merci, hier, le parquet général a décidé de le remettre en liberté après beaucoup de démarches en direction du ministère de la Justice. Dieu merci, c'est une liberté. La procédure va continuer et je pense mais que le procès en appel ne s'est pas tenu avant. Oui, nous étions sur le point de programmer son dossier. Entre-temps, le 12 avril, nous sommes rentrés en grève. Sinon, le dossier aurait déjà été appelé parce qu'on avait fait toutes les démarches. Le dossier était entre les mains du parquet général et qui avait confié à un avocat général qui était disposé vraiment à le programmer. Tout le monde était pressé pour qu'il soit libéré parce que personne ne comprend pourquoi il a été condamné à une si lourde peine. En ce qui concerne... Oui, d'abord, avant d'aller sur Julde, vous nous dites bien que la partie plaignante avait demandé tout simplement le paiement d'un franc symbolique. Je l'ai retrouvé aussi quelque part dans la presse. Et puis à un moment donné, il se sentait, semble-t-il, abandonné un peu par ses avocats. Qu'est-ce qui a dû se passer, selon vous, pour que le juge Charles Reich, finisse quand même par le condamner alors que les gens qui poursuivent avaient estimé qu'un franc symbolique suffisait?
Bon, je vous remercie. Vous savez, dans mes habitudes, je ne cite pas un magistrat. Je critique le travail d'un magistrat. C'était vraiment difficile à comprendre. Au départ, vu les faits de la cause et l'allure de la partie civile, tout portait à croire qu'on partait vers la relaxe. Nous avons plaidé la relaxe. Et toujours le parquet, comme je l'ai dit tantôt, vu que le dossier était vide, parce que les déclarations que mon client avait eu à faire par voie sur sa page Facebook, vraiment n'étaient en rien diffamatoire. Il n'avait fait que retracer l'historique, les faits qu'il a vécu lui-même, les tares qu'il a exposés, et puis le dysfonctionnement, et puis l'histoire lui donne raison. Hein. Vous savez, la vérité finit toujours par triompher. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. Je crois que il avait lancé des signaux qui se révèlent vrais aujourd'hui. Bon, de toute façon, ça a été un véritable acharnement, une surprise pour nous que la justice ait la main aussi lourde contre Sadio, comme si on l'attendait au tournant. Mais n'oubliez pas que M. Sadio avait pour une première fois échappé à un emprisonnement dans une première procédure. Donc, tout cela ne militait pas en sa faveur, mais c'est pas par analogie qu'on peut condamner. Donc, je suis surpris, j'ai été très surpris qu'il soit condamné à 6 mois d'emprisonnement alors que le dossier était vide. Bien, alors, on va peut-être parler du cas du doyen Djuldé aujourd'hui. Qu'en est-il réellement? Parce que selon les informations que nous avons, il aurait pu déjà sortir de prison. Vous savez, ces derniers temps-là, vraiment, il y a des surprises dans les procédures que nous conduisons. Vous vous rappellerez du cas de Cheikh Yaya, l'activiste de la société civile, militant du FMDC. La justice avait ordonné sa libération, mais avant qu'il ne soit libéré, ce n'était pas facile. Dieu merci, il est libéré. Le doyen Djuldé, son cas est atypique. Il ne méritait même pas d'aller en prison. Dans les conditions légales, il ne méritait pas d'être privé de sa liberté. À la limite, on aurait pu quand même lui imposer des restrictions que nous appelons dans notre jargon le contrôle judiciaire. Ces droits auraient pu être rétrécis par endroit. C'est un palliatif de l'emprisonnement. Mais lui, d'abord, il fallait l'humilier. La façon dont il a été arrêté en dit long. Il est venu devant le procureur les mains menottées, parce que quand on prend la police pour vous conduire devant le procureur, c'est pas un fait banal ça. Alors qu'il ne devait même pas passer une nuit à la police, vu la nature de l'infraction et les circonstances de sa commission. Mais malgré tout, lui aussi, il était déjà dans le viseur, il faut se dire la vérité. Il a été kidnappé dans un stade, et emprisonné, conduit au parquet et emprisonné également à la maison centrale. Voilà 90 jours ou plus qu'il est en train de croupir en prison. Notre grève aussi est venue un peu compliquer la situation. Aujourd'hui, c'est mercredi. Peut-être qu'on peut avoir la chance qu'il ait le même sort que Ibrahima Sadio. Rien n'empêche qu'il soit libéré. Il peut être libéré parce qu'à tout moment de la procédure, le juge peut soit d'office ou à la demande d'une partie du parquet libéré. Donc, lui, il mérite d'être libéré en attendant la suite de la procédure. Parce que l'affaire est déjà en délibéré. La présence des parties n'est même pas obligatoire. Le prévenu, quand même, doit être dans la salle pour qu'il puisse savoir s'il doit exercer le recours ou pas, ou ses avocats. Nous, on pensait même que le délibéré aurait même pu être vidé bien avant aujourd'hui. Donc, je souhaite vivement qu'il quitte la prison parce que légalement, il ne doit pas rester là-bas. Bien, Maître Salifou Béavougui, avocat des journalistes Ibrahima Sadio Diallo et Ibrahima Djuldé Diallo. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, Maître Béa, s'agissant justement des journalistes qui ont des problèmes généralement avec la justice et puis le débat toujours autour du respect de cette loi sur la liberté de la presse, on a écouté le ministre Maître Mouri Doumbouya, c'était dans notre édition, qui disait qu'il allait veiller sur le respect justement de cette loi. Est-ce qu'on peut penser qu'avec lui, la donne pourrait changer ou bien il ne faut pas du tout garder espoir? Vous savez, un jour, dès après sa nomination, j'étais l'un des premiers à dire que c'est un homme de serrage. Ce n'est pas des fleurs que je lui rends, mais je sais que c'est un homme de principe et de conviction. Il sait que
la démarcation est nette entre le droit commun applicable aux autres citoyens et le droit applicable aux journalistes. Mais bon sang de mon Dieu, je ne vois pas comment on peut mettre totalement la loi sur la liberté de la presse, qui est une loi de la République comme toutes les autres lois, se mettre à faire des calculs, je ne sais quoi, pour créer des amis aux journalistes et conduire en prison. La diffamation est dans la loi sur la liberté de la presse. L'injure est dans la loi sur la liberté de la presse. Sauf à quelques cas très très rares, tels que l'offense contre le chef de l'État, c'est limité pour que vous puissiez aller en prison. C'est vraiment limité. Mais aujourd'hui, on laisse totalement la loi sur la liberté de la presse pour s'agripper soit à la loi sur la cybercriminalité. Je veux citer le cas du doyen Suleiman et du groupe La Lance de presse qui le reçoivent d'ailleurs mes condoléances les plus attristées. Et on vient dans le code pénal juste pour emprisonner les journalistes. Cela ne se doit pas. Et je pense que même le cas de la radio Nostalgie, les journalistes qui avaient été poursuivis, condamnés, le ministre avait été très clair. D'accord. Tant que la loi sur la liberté de la presse n'est pas appliquée, il la sera appliquée. D'accord. Et je pense qu'hier encore, c'était la suite logique. Oui. Donc moi, je ne suis pas surpris parce que je sais que c'est un homme qui est très attaché aux principes. Oui, il est très respectueux des lois. Alors, maître, il y a également cette décision qui est tombée hier du collectif des avocats non, c'est plutôt le barreau hier qui a suspendu sa grève de soutien aux huissiers de justice. Donc, dans l'ensemble, ça a été suspendu, ce qui donne espoir que dans les jours à venir, on reprendra les procès dans les différents tribunaux de cour. Dites-nous, vous qui êtes du collectif des avocats des détenus politiques, entre guillemets, dites-nous quelles sont les informations que vous avez à votre disposition par rapport à ces personnes-là et du communiqué récemment rendu public par Thibou Camara, le porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. Le collectif a publié un communiqué le lundi dans lequel nous avons exprimé nos sentiments par rapport à l'évolution de cette procédure. Nous avons pour interlocuteurs les parquetiers. Pas plus, pas moins. Et hier, un de nos confrères a suffisamment fait la part des choses sur la télévision Évasion. Je pense que le collectif est vraiment debout. Nous demandons une seule chose, qu'on ouvre le procès. À la faveur de la reprise des audiences, nous souhaitons même que ce soit ce lundi ou le courant de la semaine, que nos clients sont déjà renvoyés devant les... Maître, sur le communiqué du gouvernement, jusque-là, on apprend que vous n'avez pas encore la liste des personnes mises en liberté. Est-ce que vous nous le confirmez ce matin? Et si ce n'est pas le cas, dites-nous... J'ai la liste des personnes mises en liberté. Depuis quand l'avez-vous des personnes renvoyées devant le tribunal. Quelles sont les personnes qui ont été mises en liberté? Est-ce qu'on peut avoir quelques noms, si elles sont connues? Et qui sont celles qui sont en détention, qui devront répondre devant la loi? Et pourquoi les 31 personnes ont été libérées? Je vous remercie. Vous savez, la meilleure façon de surveiller sa chèvre, c'est attacher l'hyène en lieu sûr et avoir toujours un regard sur la chèvre. On a suspendu notre participation à cette procédure, mais nous sommes restés très collés à la procédure. Nous l'avons suivi. Nous connaissons tout ce qui s'est passé. Et moi, j'ai la liste de tous ceux qui ont été libérés et ceux qui ont été renvoyés et les charges qui sont retenues. Et je pense que ce n'est ni le lieu ni le moment. Comme le procès sera un procès public, équitable, à notre avis, et tout le monde va savoir ce qui s'est passé. Mais nous sommes quand même pressés pour que le procès s'ouvre. Parce que pour nous, tous ceux qui sont renvoyés devant le tribunal sont des innocents. Surtout que d'ailleurs nous avons 2 de nos clients, pas des moindres, qui sont aujourd'hui hospitalisés à l'hôpital Niansdine et qui souffrent atrocement.
Donc, dernière question, Maître, vous dites que vos clients sont innocents, mais il y a tout de même 6 mois qu'ils ont passé en détention. On les a libérés pour délit non constitué. Et ce matin, vous semblez nous dire que ce qui s'est passé est normal. Ils n'ont pas droit à un dédommagement, par exemple, et qu'ils ont passé 6 mois en prison de manière fortuite. Vous n'allez rien faire pour que vos clients soient rétablis dans leurs droits. Ça va rester comme ça. Je vous remercie. Et les 31 personnes qui ont été libérées le vendredi ne sont pas les premières. Nous avons une liste de près de 500 Guinéens qui sont passés par ce canevas. D'autres ont fait 1 an en prison, après ils ont été libérés. D'autres ont fait 2 semaines, d'autres 3 semaines, 6 mois, ça dépend. Pas plus tard que l'année dernière, le dossier de Kindia, des gens qui avaient été arrêtés là-bas, après avoir passé 3 mois, ils ont été libérés à la cour d'appel ici. La liste est longue, mais on ne peut pas courir et se gratter. Nous attendons nos clients, les jours qu'ils manifesteront l'envie d'être indemnisés. Nous avons les décisions de justice, nous avons toute la documentation. Nous savons devant quelle porte nous allons nous plaindre. Mais je partage votre avis. On ne peut pas interpeller un Guinéen aujourd'hui, le mettre en prison, le garder pendant 6 mois et un beau jour venir lui dire bon, tu es libre, il faut partir. La personne a tout perdu dans sa vie. Quand on perd 1 mois en prison, je pense que c'est beaucoup. C'était des pères de famille qui ont eu des décès, qui sont sortis malades. Certains ont perdu leur épouse, d'autres ont perdu leur emploi par la faute exclusive de la loi qui les a poursuivis sans prendre les précautions. Et nous avons toujours dit, la présomption d'innocence existant, quand vous arrêtez quelqu'un, vérifiez rapidement, vous le libérez. La justice pénale, c'est la célérité, parce qu'elle est attentatoire à la liberté. Bien. Mais on garde les gens et puis on croise les bras, et un beau jour, on vient il y en a qui ont passé 3 ans en prison, qui ont été libérés. Maître Salifou Béavogui, avocat des 2 journalistes de nos 2 confrères, donc c'est Ibrahima Sadjouba et Amadou Dioul, le doyen Amadou Dioul de Diallo. Merci d'avoir répondu aux questions des GG ce matin. Je vous remercie. Bien, alors on a écouté Ahmed Kourouma, vous avez écouté Maître Salifou Béavogui. Oui, non, il est dans son rôle d'avocat, il a des clients qu'il défend. Je pense aussi qu'il faut quand même, dans notre pays, savoir raison garder. J'ai hier, moi, eu le plaisir de regarder un reportage sur l'Europe de l'Est et notamment la Russie. Il faut quand même qu'on se dise qu'il y a des pays où il y a des journalistes qui sont carrément assassinés. Il y a des pays où il y a des journalistes où la loi L02 n'existe pas et elle n'est même pas envisageable. On a quand même dans notre pays fait certains progrès et il faut quand même aussi le signaler. Et il faut préserver les acquis, justement. Et il faut justement les préserver des acquis. Et Mafoulia dit quelque chose de juste tout à l'heure. Je vais un peu compléter ton propos. Il faut que les journalistes nous fassions, ou plutôt fassent preuve de maturité. Une loi telle que celle-là, ça se couvre, ça se préserve, parce que à force d'en abuser et de la sortir à tout bout de champ, on peut aussi finir par l'abîmer, voire la blesser. Et c'est une loi... Non, c'est mon propos. La loi est là pour ça. Non, c'est mon avis, c'est juste mon avis. Les délits de vol, par exemple, c'est pas parce qu'il y a vol tous les jours que la loi va s'abîmer. Non, je dis... Si, parce qu'il y a un moment donné où quand on se... il y a un moment donné où quand on se réfugie tout le temps derrière une loi, les politiques peuvent se dire à un moment donné, ça suffit, il y en a marre. Donc je dis... Il y a les détracteurs déjà de cette loi. Non, mais attends. Il existe déjà en Guinée les détracteurs. Ah oui, il y en a toujours. Et c'est ce qui fait la difficulté, parce que dès qu'il y a un journaliste a un problème, pour certains, c'est comme si cette loi, c'était la garantie à l'impunité pour nous. Alors que... Non, mais ne donnons pas le plaisir à ces gens-là de gagner sur un acquis qui est une loi, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, une loi progressiste qui protège beaucoup de gens, mais il ne faut pas non plus en abuser, il faut la protéger, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour finir, pour moi, un Guinéen qui est emprisonné, c'est toujours un crève-cœur que de le constater, donc il va falloir effectivement que la justice regarde à 2 fois avant de priver un homme de sa liberté, parce que c'est une des choses les plus précieuses qu'on ait au monde, c'est la liberté. Bon, Daouda Mohamed Kamara. Oui, je suis bien d'accord qu'on ne fasse pas aujourd'hui au point d'abîmer cette loi, mais la loi, elle existe. Elle a existé avec plusieurs raisons. Si le travail des journalistes, c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes,
Cela veut dire que le journaliste, tout ce qu'il fait n'est pas forcément sorti de la cuisse de Jupiter. C'est un travail de... C'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine, elle ne peut jamais être parfaite. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a eu cette loi. C'est pourquoi il y a eu cette loi. Pour rappeler le journaliste à l'ordre. Pour rappeler le journaliste à l'ordre, parce que aujourd'hui, ce n'est pas qu'on veuille le protéger, mais aussi le rappeler à l'ordre. Parce que aujourd'hui, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a du progrès. Mais il faut bien aussi que ces progrès soient préservés. On ne peut pas vouloir d'une loi et ne pas vouloir de son application. Si on a accepté d'aller avec cette loi L002, il faut bien accepter aussi son application. C'est vrai qu'on peut inviter le journaliste à être plus professionnel, mais même le travail le plus professionnel peut heurter certaines sensibilités, peut heurter parfois la dignité de certaines personnalités haut placées qui peuvent tout de suite vouloir se venger. Mais cela ne veut pas dire que le travail que le journaliste a fait, d'où cette loi, mais cela ne veut pas dire que le travail que le journaliste a fait, c'est pas un bon travail. Le bon travail toujours a des effets. Le bon travail a toujours des effets, comme le mauvais travail a aussi toujours des effets. Donc, comme pour dire que si on a opté pour la loi, il faut bien aussi accepter son application. Bien, moi je comprends un peu le grand frère ce matin. Ce qu'il a envie de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a cette loi qu'on doit délibérément diffamer et se dire, puisque la loi existe, de toutes les façons, je n'irai pas en prison, donc je peux continuer à diffamer. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne faut pas qu'on en abuse et qu'on dise, puisqu'il y a la loi qui est là pour nous protéger, on peut quand même diffamer, puisque nous savons très pertinemment que nous n'irons pas en prison. Mais l'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que cette loi, ce n'est pas seulement pour nous les journalistes, c'est pour les délits commis par voie de presse. Donc même ceux qui sont en politique, ceux qui sont dans d'autres affaires, en principe, s'ils commettaient des délits par voie de presse, ils devraient être protégés par cette loi-là. Non, absolument, je suis d'accord là-dessus. Je disais, merci d'avoir clarifié mon propos. Je dis juste qu'il faut une loi, il faut la préserver parce que c'est quand même un acquis, c'est une loi progressiste, et tu l'as dit. Donc il faut vraiment que les journalistes fassent preuve d'intelligence et surtout de maturité dans leurs propos, de manière à ce que justement ceux qui sont contre cette loi ne gagnent pas au fur et à mesure et ne mettent pas des coups de canif dedans. C'est tout ce que je dis. Bien, voilà, c'est important. Ahmed Kourouma, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Les grandes gueules continuent sur Espace TV. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci de nous écouter un peu partout. Vous le savez, vous pouvez également télécharger notre application sur Apple et Android pour écouter cette émission là où les antennes ne sont pas encore installées. Merci de votre fidélité. Merci de continuer à réagir au sujet ici évoqué. Les anciens travailleurs de Swapiti mal payés dans les faits en réalité, puisque dans les documents, tout a été prévu pour qu'ils soient bien traités. Un flou persiste sur la gestion des fonds qui leur étaient destinés et depuis quelques mois, ils ont découvert des manœuvres qui les ont maintenus dans une précarité sans précédent. Les travaux sont terminés, mais ils attendent toujours leurs arriérés de salaire. Ces travailleurs réclament 50% à la direction générale du projet. Qu'est-ce qui bloque leur argent et que comptent-ils faire pour accéder à leurs demandes? Ce matin, nous aurons plus de détails avec Paul Kokoliaba. Il est le porte-parole du collectif des anciens travailleurs de Swapiti. Plusieurs enseignants guinéens bénéficiaires en 2017 du projet de formation des formateurs initiés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique font face à une difficulté majeure, il faut le dire. Depuis août 2020, ils n'ont pu obtenir les bourses de l'année universitaire en cours. Conséquence, certains ne suivent pratiquement plus de cours, faute de paiement des frais de formation. Et en raison de la cherté de la vie, beaucoup d'entre eux sont obligés de faire divers travaux dans leur pays d'accueil pour survivre. Ce projet, pour rappel, piloté par l'ancien ministre Yero Baldé, devrait permettre de financer les études doctorales et de master des enseignants de nos universités et institutions d'enseignement supérieur. En direct ce matin, Alseni Traoré, doctorant en droit public à l'université de Toulouse, il nous expliquera, Toulouse Capitole bien évidemment, il nous expliquera
expliquera de quoi s'agit-il réellement, quels sont les maux dont il souffre. Nous continuons donc cette émission en parlant de transport urbain. À présent, Conakry Express aux arrêts, les bus pas en nombre. Bien évidemment, oui. Jacques, je crois que ça se voit clairement. Conakry Express ne circule pas. Et puis les bus, leur nombre ne fait que diminuer. Mais ça, on était déjà préparé parce que lorsque les bus sont arrivés, on avait eu toutes les informations comme quoi c'est des bus qui n'étaient plus en circulation en Turquie. Les bus d'Al-Bayrak. Les bus d'Al-Bayrak qui sont venus qui nous sont venus de la Turquie n'étaient plus en bon état. Et aujourd'hui, je crois sur la centaine qui avait été livrée à la Guinée, il n'y a pas 50 qui sont en circulation. Il y a un problème d'entretien et on est en train d'observer la situation se dégrader tous les jours. J'ai eu un entretien il n'y a pas longtemps avec la responsable de la communication d'Al-Bayrak qui me disait mais nous faisons du social parce que les bus ne nous rapportent rien et nous les voyons se détruire. Il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité. Mais le problème c'est que puisque c'est un don, quand même, c'était à l'État d'entretenir. C'était à l'État de mettre les moyens pour les entretenir. Même l'entretien n'aurait pas sauvé ces bus. Ils étaient en état de vétusté avancée. Ça dépend. C'est des bus qui étaient interdits de circuler en Turquie. Le problème, je termine. C'était très ancien. C'était très ancien. Quand c'est arrivé en Guinée, c'est arrivé en Guinée, la mise en circulation, les premiers jours, c'est tombé en panne devant l'espace ici. La plupart, on a ouvert l'arrière, le derrière pour que ça puisse. Et les bus sont chinois, il ne faut pas oublier. Derrière, c'est mieux. Je ne sais pas. Les bus sont chinois. C'est chinois aussi en plus, donc la Turquie a acheté en Chine et puis après usage, on nous les a envoyés. Mais moi je veux m'appesantir ce matin pour Conakry Express parce que ce train avait été présenté par le Premier ministre dans le programme d'urgence ou le programme de soutien à la population guinéenne pendant la Covid-19 comme étant un moyen de transport qui allait permettre de soulager, n'est-ce pas, les déplacements de nos compatriotes de la banlieue vers la ville de Kaloum. Ce qui se passe, c'est que depuis que la mesure a été prise, il y a eu comme, si vous voulez, une opposition. D'abord de Russal qui n'a pas accepté que le train circule. Après, il y a eu des négociations. Le train a commencé à circuler. Un peu après, il y avait un problème de prise en charge des travailleurs. Finalement, le train ne circule plus. On n'a pas d'information. Parce que Russal, on en a parlé ici, je l'ai dit, il est inacceptable qu'une société comme Russal, encore une fois, fasse obstruction au progrès. Ce qui se passe, moi j'ai vu les dirigeants d'Al-Bayrak, je peux vous dire ce qui se passe, c'est clair. Ils doivent normalement, pour décongestionner Conakry et notamment vers le port, ils ont fait une contournante, un parking qui est vraiment, je suis allé le visiter, il est extrêmement bien réalisé dans les normes internationales, etc. Sauf qu'il y a un passage qui appartient effectivement à Russal qui est surélevé et où Al-Bayrak demande à Russal juste 3 à 4 jours, une semaine de travail sans pour autant que les trains s'arrêtent et Russal refuse au prétexte qu'ils ont signé un contrat dans les années Oura, dans les années 60 et ça pour moi c'est insupportable qu'une société comme Russal empêche la capitale d'être décongestionnée parce que quand vous allez vers le port à partir du jeudi, vendredi, samedi, mais c'est insupportable. Vous ne passez pas, les camions se gardent n'importe comment, bref c'est bouché. On est en train de demander, c'est une société, c'est quand même incroyable, c'est une société russe qui dicte sa loi dans notre pays. Et pour moi, qui est très souverainiste, c'est insupportable. Donc il va falloir que l'État, je le dis, je finis là-dessus, il va falloir que l'État guinéen tape du poing sur la table et fasse comprendre. Sauf que l'État ne peut plus. Non, malheureusement, mais il va attends, Antoine, je finis. Parce que ça a été vendu. Exactement, elle a raison. Parce que là, à un moment donné, on parlait de mise en concession. Apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, cette ligne a été vendue aux Russes. Oui. C'est ce qui fait leur force aujourd'hui. Ce n'est plus notre patrimoine à nous, en Sauf fait. Qu'il y a c'est en Guinée, mais c'est un domaine... Dans tout pays. Il y a un autre élément sur ça.
qui dit que ce n'est pas vendu, mais c'est une concession jusqu'à une période donnée. X temps, bref, mais l'État a un outil. C'est que l'État se montre faible. L'État se montre faible face à Russell. Ce que je vous dis là, je lisais une interview du ministre Aboubakar Silla, qui quand même, depuis qu'il a été nommé ministre des Transports, a tout fait pour justement permettre là, parce que il voulait compter cela parmi les acquis, parce que le problème est là. C'est ce dont Jacques est en train de parler. Aujourd'hui, les Guinéens sont en train de souffrir dans le transport urbain. C'est insupportable. Ce qui se passe, c'est quand même inadmissible. On a des taxis. Les taxis, aujourd'hui, c'est pour des particuliers. Un taxi qui peut te faire, aujourd'hui, Kaloum, Madina, il s'arrête à Madina s'il veut, il quitte Madina, il te dit, je m'arrête avant l'aéroport, et de l'aéroport, il débarque, il prend d'autres Guinéens. Au fait, c'est absurde. C'est le laisser aller. Quand on prend les minibus, les Magbana, on sait comment ça se passe un peu. Il y a une bonne catégorie de Guinéens qui ne peut pas se permettre de monter dedans parce que l'entretien, la manière dont les choses se passent un peu. Et parallèlement, les bus qui étaient censés aider depuis Sotragui ou je sais pas quoi, Sotragui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas d'entretien. Politique pour assister, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on se retrouve avec Al Bayrek. À un moment donné, je pense avec Covid, ils ont rendu les bus gratuits. Il fallait juste porter le masque pour pouvoir aller dedans. Je crois même le train. Ça a marché, mais déjà, ça a été un frein. Déjà que même en payant le transport, il y avait le détournement qui faisait que même l'argent qui rentrait ne permettait pas d'entretenir ces bus. Et lorsqu'on arrêtait c'est le paiement des transports, est-ce qu'il y avait de la subvention pour permettre d'entretenir? Il y avait tellement d'éléments qui rentraient en compte qui ne pouvaient pas permettre à ce que ces bus puissent fonctionner. Et Antoine l'a rappelé, ce sont des bus qui sont venus, ils étaient vieux. Ils n'étaient pas, beaucoup étaient en panne, je crois, dès le lendemain de leur lancement. Mais il y en a qui prenaient feu au beau milieu de la route. Allez-y au siège de la Sotragui, bon pas Sotragui, d'Alberac, du côté de Matoto. C'est un dépotoir, c'est une fourrière. Quand vous y allez, les bus sont empaquetés par centaines, tellement c'est vieux et la plupart sont détruits. Ce que je veux dire par rapport au train Conakry Express. La gestion humaine. C'est-à-dire que moi, je suis halluciné quand même. On vient nous faire des dons. Heureusement qu'on va écouter le porte-parole du ministère des Transports. On nous fait des dons. Le train Conakry Express est l'œuvre de Mathurin Bangoura depuis le temps du CNDD. On va poser la question à la personne la mieux placée, la mieux indiquée. Antoine Kourouma, on a en direct le ministre Bangali Traoré, ministre de... Non, pas le porte-parole. Bangali Keita. Ça m'aurait étonné de toutes les façons. Ça m'aurait étonné aussi. Que le ministre prenne la parole. Vu le boycottage, ça m'aurait étonné. On va écouter Bangali Traoré, porte-parole du ministère des Transports. Il est en direct. Bonjour, monsieur Keita. Oui, bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Merci. Allez-y, Mafoudia. D'abord, on va peut-être commencer avec ce problème lié au train Conakry Express. Dites-nous à date, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Écoutez, l'arrêt du train Conakry Express qui est intervenu il y a quelques semaines est dû à des problèmes que nous avons eu avec Russell, qui est la société qui a reçu la concession avec l'État pour l'exploitation de cette voie. Ils nous ont informé que, et pour des raisons liées premièrement à des questions sécuritaires, ils suspendaient nos créneaux horaires qui nous accordaient des trafics le matin et la soirée, et que pour cette raison, on ne pouvait pas circuler pour le moment. Pour des questions sécuritaires, c'est quoi le problème véritablement? Non, en fait, il y a eu des sabotages que le train minéralier a effectué dans le temps. Je pense que c'était lié aux événements que vous savez que le pays a traversé en 2020. Donc ils ont dit que pour ces questions sécuritaires et pour mettre hors de danger la vie et la sécurité des passagers du train Conakry Express, il fallait suspendre ces créneaux. Donc nous avions ouvert des négociations avec la partie russe en vue de pouvoir aplanir les divergences. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une question de jour, c'est une question de semaine. Les négociations vont bientôt aboutir sur un accord qui va permettre à allez-y, Daouda Mohamed. Quand vous parlez de raisons sécuritaires, on voit que les autres trains quand même circulent tous les jours. Si c'est un problème de sécurité, ils peuvent déterrer les rails s'ils veulent. Mais aujourd'hui concrètement, est-ce qu'il faut arrêter carrément le train
ou il faut passer à la sécurisation même des lignes? Écoutez, vous savez, la sécurité du train Conakry Express, c'est que c'est un train de voyageurs. Et le train, il transporte des passagers. Donc, les questions liées à la sécurité de ce train sont beaucoup plus sensibles que lorsqu'il s'agit d'un train minérier qui transporte du minerai. Donc, je pense que ce sont des questions à ne pas confondre. Mais en tout état de cause, les négociations que nous avons ouvertes sur le sujet sont en bonne voie. Nous avons prévu de nous rencontrer en début de semaine prochaine pour que nous puissions effectivement évacuer les autres questions qui sont en suspens de cette façon que nous ayons... Oui, il y a le grand frère Ahmed qui a soulevé une question importante. C'est cette façon des Russes parfois d'imposer leur dictat sur ces chemins de fer-là, parce que généralement, ce sont eux qui interdisent la circulation de ce train sur ces rails. Dites-nous, c'est quoi l'état des lieux? À qui appartiennent ces rails finalement? Est-ce aux Russes ou à la Guinée? On parle de concessions par endroit et parfois on parle de vente. En est-il réellement? Il y a combien de types de rails en Guinée? À qui ça appartient véritablement? Antoine. Écoutez, vous parlez de deux voies. Il y a d'abord la voie Frigia et la voie dite CBK. La voie Frigia est une voie qui a été vendue par le passé par le fait des autorités qui ont gouverné ce pays, aux Russes. Et la voie CBK, elle est sous concession. C'est-à-dire que l'État accorde les droits d'exploitation de cette voie à Rusal pour une période déterminée, suivant des conditions et des modalités qu'il a entendues avec la partie russe. Donc Conakry Express aujourd'hui circule sur la voie CBK, la voie qui est sous concession. Bien, monsieur Bangali Keita, on doit aller en pause. Restez à l'écoute donc, nous vous rappelons dans la deuxième partie pour en savoir davantage sur cette actualité bien évidemment. À venir, nous parlerons également d'éducation bien entendu de ces enseignants et nous parlerons aussi des déguerpis des travailleurs plutôt de Swapiti qui réclament donc des arriérés de salaire. Merci de votre fidélité à nos programmes. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.